Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure de votre émission préférée, Le Point. Le Point est cette émission débat de la RTDS qui passe au peigne fin les sujets et en fait la ligne de l'actualité de la semaine. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous des journalistes ou des analystes politiques avec qui nous allons passer un peu plus d'une heure de temps pour décrypter les sujets de l'actualité. Avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, pour la toute première fois, Credo Tété. Il est le directeur de publication du journal Le Médium. Credo Tété, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. C'est tout un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Nous avons également sur ce plateau un habitué, Carlos Quintero, directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Carlos, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, chers téléspectateurs accrochés à l'émission Le Point. Voilà, mesdames et messieurs, cela dit, nous allons aborder les échanges. La campagne présidentielle a commencé depuis quelques jours. Une campagne timide, elle est timide ici au sud du pays. Par contre, à l'intérieur du pays, elle se fait sentir. Chers confrères, la campagne est annoncée. On a 4 candidats en liste pour cette présidentielle. Et 5 candidats, pardon, je voulais dire 5 candidats, dont 4 de l'opposition et 1 du parti au pouvoir. Et la campagne, déjà, comment vous l'analysez? On dit à l'intérieur du pays, ça va plus ou moins bien. Et on sent qu'un seul candidat. Oui, en moyenne, je crois qu'il faut prendre la chose de façon beaucoup plus globale. Et si on veut donner une appréciation en moyenne de la campagne, il faut reconnaître qu'elle est timide. Il y a, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'engouement particulier, il n'y a pas de mobilisation et d'enthousiasme comme on connaissait dans le temps en 2005, en 2010. On a l'impression que le scrutin n'a pas d'enjeu, même si les calculs et les pronostics ne sont pas comme avant, où on a toujours pensé que les jeux sont joués d'avance et que c'est une seule personne qui va gagner, que c'est inutile de se gêner. Et je pense que c'est une campagne qui s'est engagée sur une base un peu disproportionnée, parce qu'on sent beaucoup plus le candidat du pouvoir face au reste de l'opposition, même si sur le terrain, on a beaucoup plus la confirmation qu'il s'agit de forces politiques, et le CAP 2015 et UNIR. Et de façon globale, voilà l'appréciation que je fais de cette campagne en attendant de revenir sur peut-être l'analyse. Effectivement. Même lecture de la situation, Frédéric Tété? Oui, même lecture. Nous avons même écrit un article où nous parlions de la campagne électorale qui cherche la foule. Parce que nous avons suivi les candidats depuis le vendredi 10 avril. Voilà. Nous avons vu que, en fait, les candidats à l'élection présidentielle, si nous voyons l'histoire des élections au Togo, avaient une autre approche. Maintenant, ils ont pris une autre approche, celle de commencer non seulement la campagne à partir de l'intérieur du pays, mais de mettre beaucoup plus d'accent sur les porte-à-porte. Donc, il n'y a plus aujourd'hui une floraison de meetings politiques et autres là, mais il faut dire que, certes, c'est beaucoup plus à Lomé, la capitale, que nous ressentons ces effets. Et je crois que dans les agendas des états-majors, des candidats qui sont engagés dans la course présidentielle, la semaine que nous allons entamer très prochainement nous dira s'il y a toujours cette timidité ou bien si c'est une stratégie que les états-majors aussi ont développée. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que au-delà de cette timidité qui est semblante et autres là, mais tous les candidats s'investissent. Et le langage que les candidats emploient sur le terrain, c'est déjà apaisant et ils prônent toujours la non-violence. Mais ce que nous allons leur demander, c'est que la première semaine que nous avons tous encouragé, félicité, que ça se répercute également sur la seconde semaine et même après les élections. Alors, Carlos, vous parlez tantôt de campagne disproportionnée, alors qu'ils ont presque tous les mêmes moyens. Non, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Bon, mis à part le parti au pouvoir, mais quand nous prenons les autres partis, ils ont presque les mêmes même avec le parti. Ça dépend des enjeux, comme je le dis. Vous savez, un candidat qui ne va pas pour gagner, parce que je sais que dans le groupe, il y a des candidats qui ne vont pas pour gagner. Ils savent qu'ils ne vont pas à une élection. Mais ce n'est pas l'intention peut-être affichée. pour faire figuration, ou bien pour avoir dans son carnet d'adresse, ou bien dans son CV, voilà, candidat à l'élection présidentielle en 2015 et tout ça, ou
avoir peut-être une position stratégique au lendemain de l'élection par rapport au gouvernement, par rapport à l'échiquier politique et tout ça. Chacun a son agenda caché. Et donc, ceux qui savent qu'ils ne vont pas pour gagner ne vont pas trop s'investir. C'est pourquoi on colle l'étiquette de porte-à-porte où nous allons dire ça fait moins dépenser et ça ne fait pas tout. Donc, c'est un peu ça. Bon, on a constaté que du côté du pouvoir, on met les grands moyens parce qu'il y a la menace là-bas. Le parti au pouvoir est talonné par le principal parti d'opposition, l'ANC avec CAP 2015. Et on a beaucoup plus tendance à voir les gens aspirer à l'alternance politique. Et l'alternance politique signifie le départ du régime actuel et l'arrivée d'un nouveau régime qui devrait être incarné par la seconde force politique ou bien la deuxième force politique. Forcément par elle ou par autre? Est-ce que c'est forcément... La deuxième force... Non, ouais. C'est-à-dire qu'en matière politique, on parle de popularité. La deuxième force politique est beaucoup plus en position d'assurer cette alternance. Donc, c'est ce qu'on est en train de constater. Et par rapport à cette timidité, donc à cette somnolence au niveau de la campagne, cela se justifie par un certain nombre de choses. D'abord, du côté politique même du processus, il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu beaucoup de balbutiements sur le processus, avec les histoires de fichiers électoraux, avec les histoires de l'intervention du président de la CED, avec les histoires de l'intervention de l'OIF, avec les tendances non rassurantes sur le report de l'élection, encore une fois, tout ça. Donc ça fait que, et ça crée une certaine torpeur au niveau de la situation de la population. Les gens se disent que bon, est-ce que les élections auront lieu, est-ce qu'il y a un jeu et tout ça. Il est vrai également que le traitement au niveau du fichier électoral et avec la position ou l'accord donné par certains partis politiques d'opposition a eu à décevoir certains militants. Ils se disent que si notre parti CAP 2015 par exemple, représentant la CENI, est aussi d'accord avec le fait que le fichier électoral souffre d'un certain nombre d'insuffisances, mais ne compromet pas l'avancée du processus pour aller à l'élection, donc ce n'est pas la peine. Donc il y a une certaine démobilisation à un pourcentage donné par rapport à la mobilisation de la population. Cela fait que de part et d'autre au niveau de la population, il y a une résistance à s'engager comme avant. Voilà, crédité. Oui, non, mais moi, je respecte l'avis ou bien les propos de mon confrère Carlos Ketou, mais moi, je ne parlerai pas essentiellement en termes de disproportionnalité au niveau des moyens. Voilà. Certes, le parti au pouvoir a mis les moyens en suffisance parce que le parti au pouvoir est talonné, comme il l'a dit, par quatre autres candidats de l'opposition. Donc, le parti au pouvoir est dans cette course à deux niveaux. Premièrement, défendre le bilan des 5 ans exercés et en seconde partie, avoir la confiance pour les 5 prochaines années. Donc là, et je crois que c'est la structure communicationnelle du parti au pouvoir qui a fait du bon boulot, du boulot qui est même assimilable à du tapage communicationnel, mais ils ont choisi d'aller de communiquer et autres là. Mais et là, ce que nous avons remarqué, ou bien ce que j'ai remarqué, les autres partis de l'opposition qui sont candidats ont également eu des moyens. Mais il y a des gens qui ont préféré, disons, vulgairement mettre ses sous à la FISEC ou bien essayer d'épargner pour ne pas dépenser dans la communication. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection en faisant une campagne où on se cache derrière le thème porte-à-porte, on ne veut pas dépenser, on ne veut pas mettre les énergies dans la balance et autres là. Donc ça, c'est le reproche qu'on peut faire aux autres candidats de l'opposition. Mais également, il faut le dire, le processus que nous avons suivi, la dissension qu'il y a même eu entre les membres de l'opposition, afin que ces populations togolaises se demandent est-ce qu'il va y encore aller même accomplir son devoir civique. Parce que l'incohérence, la désunion qu'on a remarquée et dont ils ont fait preuve au niveau de l'opposition aussi ne les avantage pas pour mobiliser les gens et autres là. Mais c'est ce que nous allons voir ensemble dans la dernière semaine pour voir si est-ce que notre analyse tient la route ou pas. La dernière semaine en dira beaucoup plus. Mais j'aimerais ajouter le fait que mon ami Credo parle de non-disproportionnalité au niveau de la campagne électorale.
Et moi, je pense qu'il faudrait réécrire la loi sur les moyens, c'est-à-dire les moyens et puis les supports de campagne électorale en matière présidentielle. Parce qu'il faudrait que les candidats, comme le disent les textes, partent sur le même pied d'égalité. Et je ne pense pas que, bon, malheureusement, la loi est ainsi faite, mais moi, je ne peux pas réinventer la roue. Mais il arrivera un moment où, peut-être, quand nous serons dans des conditions proposées de réécrire, parce que ce n'est pas possible qu'on puisse dire que, voilà, le parti au pouvoir, ou le candidat du parti au pouvoir, mette comme support communicationnel les acquis de l'État togolais. C'est-à-dire, quand je vois Fort Gnassingbé devant les ponts, devant les routes, devant le port autonome, que voilà ce que nous avons fait. C'est un bilan de l'État togolais. Ça veut dire que les autres aussi peuvent dire que nous avons contribué, parce que le contribuable togolais. Le candidat ne fait que défendre son bilan. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait que il faut mettre l'accent sur le fait que dans les 5 avenues, voilà ce que je veux faire. Je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé parce que c'est l'État togolais, je suis maintenant sur le même pied d'égalité. C'est pourquoi, moi, je pense que Fabre aussi peut un beau matin dire que, bon, voilà, moi aussi, je suis un contribuable togolais et j'ai contribué à la construction du troisième code du port et mettre ça comme un acquis. En tant que citoyen, il a également marché pendant 4 années. Moi, je dis malheureusement, la loi n'est pas encore... n'est pas si solide. N'est pas aussi contraignante par rapport à cette situation. Mais même quand nous partons dans les pays européens, les présidents sortants quand même font un bilan sur les acquis. Non, les présidents dans les grands pays, les pays d'Europe, vous n'allez pas voir Barack Obama se pointer devant le truc que nous avons fait cela. Non, on les juge sur les bilans prévisionnels. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà, en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, j'ai déjà fait un certain nombre de choses, peut-être en bien ou en mal, qui ont pu relancer l'État, faire émerger l'État, mais il faudrait que je fasse quelque chose de plus concret et de plus consistant pour convaincre l'opinion. Par exemple, Barack Obama, il n'est plus candidat à sa propre succession, ne devrait pas peut-être revenir sur la question des réformes de santé, tout ça, mais peut-être aller dans un sens qui puisse peut-être améliorer. Les mentalités ne sont plus les mêmes parce que quand nous prenons on prend un peu la société américaine et celle togolaise, c'est des choses différentes. Oui, mais quand vous avez parlé des pays occidentaux, c'est pourquoi j'ai choisi Obama, parce que c'est les États-Unis que je connais. Donc, si tu permets, Daniel, donc moi je ne vois pas le mal si le chef de l'État sortant a vanté les mérites du port autonome parce qu'il a eu à développer des actions qui ont développé en retour le port autonome. Si nous considérons le troisième quai, tout ce qu'il a fait comme effort pour le développement, pour que ce port soit employé par les pays limitrophes. Donc je crois qu'il est en train de passer un message pour dire nous avons fait le maximum ou bien nous avons mis notre énergie dans le développement du port. Donc s'il l'a fait aussi dans d'autres secteurs, et je crois que c'est ce qui justifie la multiplicité même des affiches et autres là. Mais moi, la seule question que je me pose, lorsque j'ai vu l'affiche du chef de l'État avec les enfants, les élèves, je me suis dit, ça peut être pour lui, comme ça peut être également contre lui. C'est un scandale, voilà. Non, je ne parlerai pas en termes de scandale, mais j'ai compris que le chef de l'État porte en tant que candidat les aspirations de cette jeunesse-là. Malgré le fait que pendant la période électorale, les enfants sont à la maison. Les enfants sont non seulement à la maison, mais ça peut être également, disons, une manière de préserver la vie de ces enfants-là. Du moment où les gens... On va aller. Il y a une crise au niveau de l'éducation avant d'avoir compris. J'aimerais qu'on s'attarde même sur cette affiche qui a fait couler beaucoup d'encre du salé. On sait un peu la crise qui a secoué le secteur de l'éducation. On voit le chef de l'État avec les enfants. Les élèves. Alors que dans le même temps, on assistait à la fermeture des classes, des écoles pendant au moins 3 fois. Et même en période de... C'est pas peut-être une affiche qui va jouer à sa disfaveur. Non, mais prenons sous l'angle. Parce que cette affiche a suscité des commentaires, avouons-le, a suscité des commentaires parce que le commun des mortels se dit, au moment où les enfants sont à la maison, le chef de l'État nous dit dans sa campagne qu'avec ses élèves, qu'il se sent plus fort. Donc c'est là où
il y a le premier désavantage. Voilà. Oui, qu'il y a le paradoxe. Mais si nous voulons lire entre le message communicationnel, donc on peut dire que c'est une prise en compte des préoccupations de ces élèves-là que le chef de l'État veut exprimer. Donc il y a deux sortes de lectures. Et là, la lecture qu'on va faire, c'est d'arriver, s'il arrive à être réélu encore, donc nous allons voir ce qu'il va faire. Voilà. Mais ce qui ne va pas dans cette affiche, c'est, disons, l'actualité, la temporalité, parce que les élèves qu'on montre sur les affiches sont malheureusement à la maison et ne sont pas... Les enseignants ne sont pas payés. Vous aurez le temps de les enseignants ne sont pas payés. Je viens à voir, voilà, maintenant, sur votre analyse par rapport à... Oui, non, moi, je fais une lecture... plus ou moins facile de la situation, parce que je me dis que depuis 5 mois, depuis 1 an même, la communication du candidat Faure Gnassingbé était déjà en œuvre pour un peu voir tous les aspects, tous les topos, tous les clichés de support communicationnel. Donc cette histoire avec les enfants, les élèves a été conçue depuis longtemps avant que la crise au niveau de l'éducation ne naisse. Donc, bon, l'afficher, ne pas l'afficher, bon, c'est déjà fait. Et comme le président veut défendre une politique en matière d'éducation, parce qu'entre-temps, il y a eu cette histoire de l'école gratuite à mi-chemin, et puis il y a également eu cette histoire de restauration au niveau des enfants et autres. Voilà. Bon, on se dit qu'on prend à cœur le problème des enfants et il embrasse, il pose avec les enfants. Voilà. Mais le servir, le desservir, je crois que ça dépendra de ce que le citoyen il perçoit à travers cela. Mais dans la pluralité des informations que nous avons, des retours que nous avons par rapport à cette affiche, c'est que c'est défavorable. Les gens se disent que vous ne pouvez pas laisser les enfants à la maison parce que les enseignants ne sont pas payés et venir dire que vous prenez en compte les problèmes. Ce sont peut-être des paroles démagogiques. Non, pas totalement démagogique. Et on peut également analyser cette affiche-là comme un engagement du chef de l'État à prendre en compte les préoccupations. Vous l'avez déjà dit, mais moi je parle de première analyse, c'est-à-dire que même un étranger. Je suis d'accord avec toi. Dans mon développement, j'avais dit que c'était sous 2 angles. Et l'angle premier, c'est ce que nous avons eu comme retour par rapport à cette affiche-là. Mais au-delà, mais c'est la communication, c'est le message qui est passé. Voilà. Maintenant, il n'est pas le seul candidat engagé pour la course à cette présidentielle. Nous avons également le principal challenger, on parle de Jean-Pierre Fabre, mais qui est quasi absent en matière de communication à Lomé, parce que moi je trouve que des petites affiches, alors que le principal challenger a occupé l'écran par nous, publicitaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas de moyens également? Mais moi je pense que ça peut jouer à sa défaveur. En sa défaveur, parce que la communication visuelle joue également beaucoup. Quand on lit la psychologie un peu, pas du scrutin, comme nous l'avons écrit dans notre journal, mais la psychologie du Togolais, ce n'est pas l'affiche qui oblige le Togolais à aller voter. Oui, mais on a l'impression qu'on a un seul candidat. Oui. Non, on a l'impression, mais vous savez, l'opposition, du moins au sud, jusqu'à un certain moment, incarne une certaine popularité avec le problème de l'alternance qui s'ancre de plus en plus dans les mentalités. Je ne suis pas du comité de communication CAP 2015, mais je pense que CAP 2015 peut se dire que nous avons déjà presque acquis une bonne partie au niveau du sud, parce que nous avons mené des manifestations, des meetings qui ont fait parler de nous pendant 5 ans, pendant déjà plus de 5 ans. Et nous avons été présents sur le terrain alors que le pouvoir était dans les affaires, dans ses obligations régaliennes. Donc nous avons suffisamment été proches des populations, nous avons pris à cœur les problèmes des populations et nous avons démarré notre campagne peut-être à l'intérieur du pays. Donc c'est à la dernière semaine que nous allons essayer de définir une stratégie qui n'est pas nécessairement la stratégie des affiches, parce que ce n'est pas, comme je le dis, seulement les affiches qui peuvent obliger quelqu'un à aller voter pour un candidat ou un autre. Il y a d'autres paramètres politiques. Il faut pas oublier les effets de la publicité. Oui, les effets de la publicité, mais ce n'est pas seulement les affiches. Il y a peut-être CAP 2015 aussi qui exploite des canaux et tout ça, que nous voyons, que nous constatons également sur le terrain. Mais pour l'instant, c'est l'affiche
qui est visible, ce sont les grands panneaux. Mais on verra peut-être à la dernière semaine ce que l'ANC CAP 2015 va nous offrir en matière communicationnelle. Non, mais moi, je dirais que le CAP 2015 n'a pas de stratégie en termes de communication. Si nous voyons les affichettes dans les rues de Lomé, donc nous nous demandons est-ce qu'ils ont le sens de la communication. Certes, ils ont eu à faire des actions de contestation pour la plupart du temps, parce que leurs actions, il n'y avait pas tellement de propositions d'amélioration du régime de gouvernance au Togo et autres là. Certes, dans Lomé ou bien autour du littoral, on les connaît. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut toujours communiquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'affiche aussi, ou bien les posters permettent de communiquer sur la personne, sur votre candidat. Mais lorsqu'on se retrouve dans cette dynamique-là, pourquoi est-ce que Jerry Tama, les Megogé, les Tchassona ne sont pas dans la même posture que Jean-Pierre Fabre et autres là? C'est pas parce que eux, ils n'ont pas des gens derrière. Donc, ils ont aussi des gens. Même si on peut abusivement dire que Jean-Pierre Fabre a plus de militants que les autres là, mais eux, ils ont compris le bien fondé. Prenons simplement les cas de Jerry Tama. Si vous parcourez les affiches ou bien les posters, les écrans géants qu'il y a, à part le candidat de l'UNIR, donc c'est Jerry Tama qui vient, et après, c'est peut-être Tchassona et autres là. Mais pourquoi est-ce que Jean-Pierre Fabre, c'est un choix, mais c'est un choix qui est défavorable en termes de communication. En termes de communication. Et si on voit même les affiches, c'est la tristesse dans les affiches de Jean-Pierre Fabre. Même les affichettes sont assimilables à des faits part. Voilà, d'autres personnes, c'est des analystes en communication, nous faisaient comprendre que la photo qui a été utilisée, par exemple, pour Jean-Pierre Fabre, c'est la même photo qui avait été utilisée en 2013. Et voilà, des spécialistes en communication, moi j'ai vu ça, je suis d'accord. Et puis c'est malheureusement aussi une photo. Alors que nous sommes en communication. Une photo passeport qui figurerait sur son passeport, je ne sais pas. Et, bon, moi j'ai eu à un peu chercher à m'informer par rapport à la stratégie de communication. Je crois qu'ils ont une stratégie de communication propre. Que ça les desserve ou ça ne les desserve pas, peut-être c'est la façon dont nous les commentons qui peut les amener à pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai, pour un candidat de taille comme Jean-Pierre Fabre, il faudrait en faire mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Que ce soit au niveau des photos où Jean-Pierre Fabre, dans ses tournées, à faire des manifestations avec des photos, avec beaucoup d'activités, avec la foule et tout ça là. On pourrait exhiber cela, on pouvait trouver une stratégie communicationnelle très avec le monde de la technologie aujourd'hui, où les montages de photos essaient d'attirer un peu l'attention. On pourrait le faire, mais moi je me dis peut-être ils ont leur stratégie, ils savent, ils connaissent leurs objectifs et nous ne saurons peut-être les interpréter à fond. Mais de façon globale, visible, on sait qu'il y a un déficit en matière communicationnelle au niveau de CAP 2015. Surtout qu'au niveau de nous, journalistes, je me suis posé cette question. On n'a pas eu suffisamment de moyens pour aller sur le terrain, pour déployer nos militants. Mais le minimum, c'est que les candidats puissent nous donner leur calendrier, leur agenda de tournée. Mais on était sous presse le mardi parce que la campagne a démarré vendredi. À peine on cherchait les photos de campagne des candidats, notamment de choses de CAP 2015. Et heureusement, pour unir, il y a un système qui nous a envoyé des photos. Ils sont présents même sur Internet. Mais à peine on cherchait cela, on a même appelé, mais on n'a pas pu avoir. Et il est vrai qu'il y a une plateforme des médias avec le CONAP qui essaie de mettre certaines activités des candidats sur la toile, mais également là, ça n'a pas encore pris là, comme on le dit là, ça n'a pas encore pris parce que on n'a pas suffisamment d'éléments qui puissent permettre. Je vais vous proposer de revenir un peu même sur les enjeux de cette élection. C'est la première fois que nous assistons à cette candidature, parce qu'il y a eu jusqu'à 3 ou 4 candidatures dans le Nord et une seule candidature du Sud. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, Credo Tété. Est-ce que peut-être Tchassona, et nous avons Jerry Tama et professeur Gougué, est-ce qu'ils ne vont pas peser de l'eau dans la balance? Ils ne vont pas contribuer à émettre les voix, par exemple, du principal parti, unir au nord du pays, par exemple? Non, mais moi, je crois plutôt que les 3 autres candidatures ajoutées à celle de Jean-Pierre Fabre et de Ford Singbe vont peut-être émietter les voix de Jean-Pierre Fabre parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette unicité d'action. C'est vrai, nous avons vu qu'au moins sur les 5 candidatures, 3 viennent de la région, à partir de la région centrale et autres là. Mais c'est dire également que les leaders de ces
de ces régions ont soif également du fauteuil présidentiel. Si nous prenons l'exemple du candidat Tchassona, aujourd'hui, le candidat Tchassona ne fonctionne qu'avec tout ce qui est thème. Et là, ça ne joue pas en sa faveur. Parce que le Togo n'est pas seulement à partir de Sokodé ou bien Sokodé. Même si vous voyez ces affiches, donc il ne communique que pour les populations thèmes. Donc les autres populations du Togo ne se reconnaissent pas dans cette définition communicationnelle employée par le truc là. Si nous prenons la communication ou bien la stratégie de Djerry Tama, Djerry Tama, certes, il a choisi de commencer par le Nord, mais Djerry Tama, à un certain moment, sur certaines de ses affiches, a voulu dire à cette jeunesse togolaise, sinon loméenne, que je suis jeune comme vous et autres là. Parce qu'on l'a vu en t-shirt, on l'a vu en jean et autres là. Et c'est le message qui véhicule un peu partout. Non, c'est le message qui véhicule, c'est la proximité avec cette jeunesse et, comme étant lui-même jeune et autres là. Mais il l'a fait et autres là. Mais je crois ta question a sa valeur en ce sens même que ce n'est pas fortuit si les candidats ont décidé de commencer par le Nord. Parce que pour les élections que nous avons déjà suivies, ils n'ont pas eu, ou bien ils n'avaient pas ce culot-là d'aller à l'intérieur du pays, parler de leur programme de société et autres là. Mais cette fois-ci, ils ont voulu le faire. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Et nous espérons que ça va leur payer en termes de popularité pour qu'ils puissent se préparer pour d'autres élections présidentielles. Voilà. Carlos ? Oui, moi, à l'analyse de cette situation des candidatures, je trouve le candidat du Nord fragilisé par la multiplicité des candidatures au Nord. Voilà. Je veux parler de Fonia, parce que dans tous les cas, il y a la bipolarisation ethnique en matière de vote. Chacun se sent à l'aise avec son candidat qui parle la même langue, le même dialecte. Ça, c'est vrai. Bon, même si ces candidatures suscitées au Nord ne représentent pas grand-chose, parce que on a vu directement son score aux dernières élections législatives. Tchassona n'a jamais été à du moins à une quelconque élection, du moins législative. Et Aimé Bogué, on a vu son score dans les tonnes, parce que lui, il se cramponne sur les savanes, alors qu'il avait bénéficié de cela sous les auspices de l'ANC. Et maintenant qu'il s'est séparé de l'ANC, est-ce que ceux qui avaient voté pour lui ont voté pour lui parce qu'il était de la région, ou bien il était de l'ANC? Pour d'interrogation, ça veut dire que quoi qu'on dise, il y aura peut-être une scission, il y a un groupe qui va voter pour les voix. Mais dans l'ensemble, ce sont les voix naturelles de partis au pouvoir qui vont être émiettées. Parce que avant, on disait que le pouvoir a son fief au nord du pays et que ce sont les militants ou bien les populations du nord qui votent beaucoup plus pour le candidat au pouvoir. Mais quand il y a un Losso qui est là, ça veut dire que ça réduit un peu les voix au niveau de Losso. Et quand il y a un Moba qui est là, ça réduit de façon substantielle. Et puis, Cap 2015, il y a Maître Abichessa qui est là pour renforcer les voix de Jean-Pierre Fabre. C'est le candidat du pouvoir qui perd beaucoup plus. Voilà. Alors que le Sud est plus ou moins de façon arithmétique et mathématique acquis au candidat du Sud. Donc je vois la menace. Uni a réussi à conquérir certaines nations au Sud. Bon, si nous prenons les résultats des élections législatives passées, on sait que quelque part, le parti d'opposition, le principal parti, l'ANC, a toujours la cote au niveau des populations du Sud. Voilà. Donc la menace est beaucoup plus focalisée sur le candidat au pouvoir. C'est pourquoi ils ont besoin de mettre encore le paquet double. Malheureusement, ils n'en mettent pas, parce que c'est pendant les périodes électorales que l'argent circule comme il faut, parce que ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose à certaines personnes, à certaines catégories de personnes, se rattrapent, pas en distribuant systématiquement de l'argent comme cela c'était, mais ça donne des occasions où il y a des petites activités, des petits projets, tout ça, ça permet une vie économique et financière plus ou moins huilée. Voilà. Mais on constate aujourd'hui que le tableau est un peu sec en matière financière. Donc est-ce que ça profite encore au pouvoir? Même nous les journalistes, on l'avait dit tout de suite, les journalistes normalement, en période électorale,
nous avons besoin... Non, c'est la période grasse, normalement. Voilà, d'être appuyés d'une façon... c'est notre métier. Pour faire le travail, même pour communiquer pour un parti politique, du moins, il faut vendre sa page. Voilà. Ça, cela se passe dans tous les pays. Mais rien... Et nous sommes comme si nous étions en période morte, ce qui fait que ça n'arrange pas du tout les candidats à cette élection. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais je voudrais rebondir sur l'aspect de la presse, des médias. Donc il faut dire qu'il faut beaucoup plus tabler sur l'ingratitude de ces hommes politiques, ces hommes politiques qui usent et abusent des médias, mais lorsqu'ils ont un peu de moyens, ils disparaissent. Voilà. La situation actuelle, c'est que leur numéro même... donc on a encore l'impression qu'ils ont changé de numéro de téléphone et autres là. Ou bien lorsque vous arrivez à les voir, ou bien à engager la discussion sur le programme et autres là, ils sont à l'aise, mais il y a certains qui vous proposent, ils peuvent vous envoyer des éléments pour l'enrichissement de votre journal. Je leur dis non, mais c'est pas pour l'enrichissement, c'est pour la campagne. Et que ça se paie. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je te reviens. Et je te reviens, c'est que ce numéro-là ne fonctionne plus. Donc c'est dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas encore le bien fondé de la communication par les médias en période électorale. Voilà, je vais vous proposer, chers invités, d'avancer dans le débat. Nous allons à présent parler, évoquer l'impact qu'a la campagne sur les activités quotidiennes à travers ce reportage. Dans moins d'une semaine, les Togolais devront choisir leur nouveau président. À quelques heures du grand jour, la campagne électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Sur le terrain, les candidats en liste tentent de convaincre l'électorat. Mais pour certains, ce n'est pas encore la grande affluence autour de cette campagne. Franchement, selon moi, tout ce que j'ai vu durant tout ce démarrage du campagne là, parce que le démarrage du campagne, on n'a pas pu voir l'ambiance et tout ce qu'on peut voir comme le parti au pouvoir et le parti d'opposition. On n'a rien vu, on ne sent rien. On ne voit rien de grand à Lomé quand même. Mais c'est les affiches seulement, on voit n'importe où, mais on sait que les affiches ne parlent pas. Il faut des personnes pour pouvoir vaincre la population. Pas d'affluence à Lomé peut-être, mais les activités commerciales semblent être touchées par cette période de campagne électorale et les commerçants subissent les conséquences. Sans rien sur le marché, on ne vend plus. Si vous voyez sur la table là, tout le monde n'est plus là, le marché ne s'anime plus. Bon, je ne sais pas comment on peut faire. Nous sommes là comme ça jusqu'au soir, on rentre à la maison sans rien avoir. Depuis le début de la campagne, le 10 avril dernier, l'engouement semble être concentré à l'intérieur du pays. Seuls quelques regroupements de sympathisants et affiches des différents candidats sont visibles dans la capitale. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point, Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium, et Carlos Ketorou, directeur de publication du journal L'Indépendant Express. Chers invités, vous venez de suivre l'élément qui vient de passer. Les commerçants disent que les choses ne vont plus comme avant, tout tourne au ralenti. Même quand on va à l'administration, c'est pareil. L'administration a été désertée, une situation vraiment qui préoccupe un tout petit peu. Ça doit préoccuper, nous l'avons déjà dit, il n'y a pas d'engouement particulier en cette période électorale. C'est vrai, il y a des habitudes qui sont figées au niveau des populations à la veille de chaque élection. Les gens se disent, en raison de l'histoire un peu bousculée de l'histoire, la triste histoire électorale au Togo, qu'en période électorale, ou bien après le scrutin, il y a des troubles, il y a des violences. Donc il faut sécuriser les biens qu'on a, surtout l'argent. Il y a des gens qui vont même à la banque retirer leurs sous et ils attendent que la situation se calme, les élections passent. Même, il y a ce langage populaire là qui dit qu'après les élections, quand vous voulez engager un projet, on vous dit il faut revenir après les élections. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc il y a ce stéréotype-là qui est ancré au niveau des populations, qui fait que les gens restent tranquilles, ils ne font pas bouger leurs activités. Donc ça c'est acquis. Et ensuite, quand on voit aussi l'enjeu, ou bien les enjeux de l'élection,
on ne semble pas voir, comme je l'avais dit, l'argent circuler comme il faut, ou au bord, à Décon, ici à côté, on voit les jeunes avec les gadgets, où on achète, on vend et on circule et tout ça là. Il n'y a pas cet engouement. Donc chacun se dit que bon, il n'y a pas grand-chose à se gêner pour cette élection. Par contre, du côté de l'administration, c'est ce qui n'est pas normal. On ne peut pas déserter une administration, mettre au ralenti les activités de l'administration parce qu'il y a des élections. Ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État puisse assurer la permanence, même s'il y a des élections. Je le disais récemment sur une chaîne, aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, il y avait eu des raz de marée, il y avait eu des catastrophes naturelles aux États-Unis, à New York notamment. Mais cela n'a pas empêché les élections. Les gens, ils ont géré les catastrophes, mais ils sont allés naturellement aux élections et puis les choses sont passées sans incident. Donc c'est pourquoi moi je dis il faudrait faire tout pour départir les activités normales de l'État des activités politiques pour que une manifestation qui se déroule, je ne sais pas, une grève qui est lancée, tout cela n'affecte pas le fonctionnement normal de l'administration. Il faudrait que l'État s'investisse. Sinon, cela fait des points en moins, peut-être pour le candidat qui est au pouvoir. Oui, non, je partage les préoccupations de mon confrère sur le plan du fonctionnement de l'administration. Donc, il va falloir qu'on évolue même dans nos mentalités, pour dire la période électorale n'est pas une aubaine pour déserter ce qui est son obligation professionnelle. Voilà. Mais il faut dire également qu'il y a des exemples palpables qui nous disent que les mentalités sont en train de changer et autres là. Je donne un exemple. Ça s'est passé à la cour d'appel la semaine passée. Il y a un agent, je ne dirai pas si c'est masculin ou féminin, qui a demandé à un substitut qui assure l'intérim du procureur général en mission. L'employé est parti voir le substitut pour lui demander une permission. Qu'est-ce que le substitut lui a dit? Il faut motiver ça, il faut écrire ça sur papier et puis nous allons analyser. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ce qui est dans la procédure. Voilà. Et heureusement que ce substitut, lui, il connaît ou bien il n'est pas dans le genre où on donne les autorisations pour donner. Quand l'agent a amené sa fiche de demande d'autorisation, quel est le motif? Campagne. Et le substitut lui a dit non, que lui ne peut pas porter cette responsabilité. À cause d'une campagne électorale, tu demandes une permission d'absence du boulot pour les 2 semaines. Mais l'agent n'a pas eu l'autorisation. Et aujourd'hui, l'agent est au niveau de la cour d'appel et puis qui fait son boulot. Donc, c'est dire que ça, on ne peut pas l'imputer totalement à l'administration, mais c'est aux acteurs même de cette administration de prendre leur responsabilité. Ce qui s'est passé, le cas d'espèce de la cour d'appel, je crois que d'autres responsables administratifs aussi doivent prendre leur courage à 2 mains pour dire, en période électorale, ce n'est pas un moment où il faut allègrement quitter le boulot et puis pénaliser les citoyens qui, en même temps, doivent bénéficier des services de l'administration. Donc, c'est dire que c'est une sensibilisation qu'on doit faire. Si on est arrivé aujourd'hui à ce que les candidats de l'opposition aient des programmes de société qu'ils ventilent. Donc, on peut également faire cette sensibilisation pour que la désertion de l'administration dans ces types d'activités soit au ralenti. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que ce que nous constatons, c'est que quand le chef de l'État, par exemple, est sur un site de campagne, vous voyez tous les cadres de la localité, qu'ils soient directeurs généraux, qu'ils soient ceci, et d'une administration, tous, ils suivent le chef de l'État. Dans ces domaines. On n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'un parti s'il n'était pas là, ils ne vont pas avoir campagne. Oui, non, c'est-à-dire que... Non, mais ce sont les cadres de la localité. Oui, ce sont les cadres de la localité. Les ministres et tout le monde, c'est-à-dire qu'ils suivent le chef de l'État comme si, bon, voilà quoi. Non, je crois que cet aspect aussi a évolué. Oui, voilà. Si tu me parlais des ministres qui sont de la localité, des cadres qui sont de la localité... Au-delà des ministres qui sont de la localité, il y a aussi certains qui sont omniprésents. Mais est-ce qu'on peut avoir un exemple? Carlos, est-ce que tu peux donner un exemple? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vous dis par exemple que dans certaines localités, il y a certains directeurs généraux qui ont quitté leur administration pour aller s'installer et ils ont créé un quartier général de campagne. Et ils sont là, présents.
Ils ne sont plus au boulot à Lomé depuis un certain temps. Non, même si du moment où on peut faire délégation de... Mais justement, on fait cette délégation-là, mais quand vous allez au service, c'est que, vous savez comment nos administrations montent, l'administration se résume à son directeur général, plus ou moins. Donc quand vous allez pour faire des gens du que le directeur c'est beaucoup plus l'administration privée qui... Public aussi. Non, mais l'administration publique et autres... Je vais proposer d'avancer, chers invités, avec les échanges. Nous allons à présent parler des attentes même des Togolais. Le président sortant a un bilan plus ou moins reluisant. On parle des routes, on parle de plein d'autres projets qui ont été mis en œuvre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on attend même maintenant du futur président? Il y a beaucoup de défis à relever, Carlos Ketaou. Il y a beaucoup de défis à relever. Le principal défi, qui est un défi partagé par la population, par 80% des Togolais selon le sondage de Afrobaromètre, c'est l'alternance. Et ça pénalise le parti au pouvoir, ça pénalise Faure Gnassingbé parce que le débat a été suscité depuis qu'il y avait des velléités pour aller aux candidatures. Non, mais je c'est vrai. Allez-y. Oui, non, ça c'est... non, je dis, mais on ne sait pas. Quand on parle d'alternance, déjà après la publication des résultats, c'est comme si on savait déjà que le président sortant allait gagner les élections. C'est une élection surprise, on ne sait pas qui va gagner. Supposons peut-être que c'est notre candidat qui venait à remporter cette présidentielle. Non, c'est pourquoi moi je dis que les gens aspirent beaucoup plus à l'alternance. Voilà. C'est ça qui est un peu la quintessence au niveau de toutes les mentalités. Selon le sondage Afrobaromètre, comme je le dis, 80% des Togolais se disent que pendant près de 50 ans, nous avons vécu sous un régime qui s'appelle le régime Gnassingbé, même si entre-temps, Faure Gnassingbé est venu mettre la trêve avec des réformes qui sont relativement voilà, ça dépend de celui qui l'apprécie. Voilà. Mais les gens se disent qu'il faudrait qu'une autre personne aussi vienne pour qu'on puisse juger. Parce que, bien sûr que Faure peut avoir très bien fait, mais peut-être que quelqu'un va venir avec du miracle. Voilà. Peut-être que c'est les routes qui... Les gens comparent déjà les 10 ans de Faure à 5 ans de réalisation de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Voilà. On se dit que c'est la nuit et le jour. Ça veut dire que peut-être un Alassane Ouattara ou bien un président à l'image de Alassane Ouattara qui serait au Togo va transformer le Togo comme la Côte d'Ivoire. Ça peut être n'importe quoi. Mais voilà. Les gens aspirent aujourd'hui à un changement. Les gens se disent que bon, les Gnassingbé, ils en ont fait autant, même si entre-temps il y a eu une sécession de père en fils, mais il faudrait qu'une autre personne il faudrait souffler un nouvel air en matière de démocratie, en matière de politique, en matière de développement. Voilà. Il faudrait un peu essayer de dégonfler, de permettre à la population de vivre autre chose que ce qu'on a vécu depuis près de 50 ans. C'est ça un peu... Oui. Non, mais je comprends les besoins exprimés par Carlos sur ce plateau. Mais je dis, en termes d'alternance, on ne doit pas uniquement considérer l'homme. Mais l'alternance aussi, c'est dans les idées. Et là, je crois que le Togolais, nous avons, c'est vrai, Eyadema a fait 40 ans, Faure Gnassingbé, pour certains, ça dérange et autres là. Mais on doit pouvoir juger le candidat sur son bilan. Et je crois que le chef de l'État même l'a demandé la dernière fois. Dans une interview avec Jeune Afrique, a dit qu'il demande seulement à être jugé sur son bilan et qu'il sait que son patronyme, le nom qu'il porte, lui fait déjà des ombrages et autres là. Donc c'est pour résumer, pour dire, au-delà du changement physique de l'homme à la tête et autres là, mais l'alternance aussi, c'est dans les idées. Voilà, l'alternance. Mais l'un des indicateurs principaux de la démocratie, ça, reconnaissons-le sur le plan international, sur le plan standard, c'est l'alternance. Et l'alternance politique ne doit pas se baser seulement sur ce qu'on appelle idées, parce que ça dépend de la façon dont on essaie d'apprécier ces idées-là, comme je le disais. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voudrais seulement ajouter que l'alternance n'est pas un décret.
Non, l'alternance ne se décrète pas. Et l'alternance, là, c'est la compétitivité. Voilà. Qu'est-ce que les opposants, là, font pour rassurer leurs électeurs, pour dire, lorsque nous irons au pouvoir, nous ferons ça pour que les populations aient confiance et autres là. Donc, on ne va pas abonder dans leur sens pour parler en termes d'alternance comme décret. Voilà. Non, moi je parle en termes scientifiques. Et en termes scientifiques, il y a un sondage. Et nous aussi, nous avons tendu nos micros à un certain nombre de populations qui continuent d'aspirer à cette... Parce que quand vous dites que la personne est en train de défendre un bilan, le bilan est défendu en comparaison de quoi? Il faut dire une comparaison, il faut dire que voilà, quand Nicéphore Sogolo est arrivé, il a fait ceci par rapport à ce que Mathieu Kérékou avait fait. Non, quand mais... Yahi Boni est arrivé, il a fait ceci par rapport à ce que... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aujourd'hui, on peut parler quand Fauré est arrivé, mais il a fait des choses que son papa n'avait pas faites. Peut-être que... Oui, son papa, tu l'as dit. Que son papa n'avait pas faites. Non, mais tout le monde sait que c'est son papa. Mais Fort aujourd'hui a fait des choses que Eyadema pouvait faire. Mais Eyadema n'avait pas ça. On va parler. Parce que les gens se disent que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau des richesses de l'État, les chefs d'État l'ont reconnu, tout cela a été embrigadé par une poignée de personnes. Mais il y a des efforts qui sont menés aussi pour que cette minorité ne s'accapare pas des richesses. Si vous êtes dans le domaine des affaires, vous allez comprendre qu'il y a une constipation systématique, un embrigadement systématique du système économique et politique où les initiatives de développement que les gens amènent n'aboutissent pas tout simplement parce qu'ils ne font pas partie d'un clan ou bien ils ne sont pas partie d'un parti politique qui est au pouvoir. Et les gens veulent que les choses changent, qu'il y ait un équilibre. Et cet équilibre-là s'impose pour que le pays se développe, pour que le Togo se développe. Voilà. Sinon, on continuera par vivre. Voilà, non, mais je voudrais respecter... Tu sais qu'il est d'accord avec moi. Je voudrais respecter les propos, les analyses de Carlos Ketorou qui ne sont pas les miennes et qui ne seront pas les tiennes également. Donc c'est pour dire que certes, il y a ce besoin d'alternance, mais il ne faut pas qu'on calque l'alternance uniquement sur l'homme. L'alternance, c'est dans le comportement. L'alternance, c'est dans le changement. L'alternance, c'est beaucoup plus dans les idées et autres là. Et lorsque les tests le permettent, les règles du jeu le permettent, donc je ne vois pas qu'on puisse parler en termes d'alternance. Donc c'est là où je dis, si l'opposition est vraiment sérieuse, si l'opposition se prenne au sérieux, donc cette opposition, non, laisse-moi aller. Donc cette opposition a l'impérieux devoir de galvaniser ces populations afin qu'au soir du 25 avril, qu'on ait cette fameuse alternance si les populations sont convaincues. Voilà, réaction rapidement. Non, moi je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'au Togo, tout le monde est bête sauf les Nyassimbe ou bien sauf Fort Nyassimbe. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. L'opposition n'est pas sérieuse. Non, l'opposition n'est pas sérieuse parce que l'opposition ne propose absolument rien. C'est comme si au Togo, non, mais tu puisses diriger. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui puisse diriger mieux. Non, mais l'opposition togolaise, tu es d'accord avec moi que l'opposition togolaise n'est pas si organisée? Non, je ne suis pas d'accord. Dans tous les pays, il y a toujours des problèmes au niveau des oppositions. Chacun ne peut pas avoir dans la même... Mais l'opposition togolaise a l'impérieux devoir de s'organiser. Lorsqu'on est dans l'opposition uniquement pour défendre ses intérêts personnels, chaque parti politique a la dissension, tout ce qu'on a au sein de l'opposition aujourd'hui, tous les partis politiques, tous les partis politiques, on va parler à tout de rôle. Oui, pourquoi quand on parle de division de l'opposition, ça me fait sourire. Parce que chaque parti aspire au pouvoir. Si quelqu'un se dit un beau matin que bon, moi je n'ai pas besoin des autres pour aller et que j'ai la poigne nécessaire pour mobiliser des gens à voter pour moi dans des conditions normales. Aujourd'hui, les processus électoraux au Togo ne se sont pas déroulés dans des conditions normales. Voilà. Il y a toujours eu des marges de contestation, de fraude et tout ça. C'est ça qui fait que l'alternance n'est pas comme il faut. Mais on ne peut pas dire que parce que l'opposition n'est pas capable, l'opposition n'est pas sérieuse. C'est pourquoi il faut perpétuer un régime. Ce n'est pas normal, c'est scandaleux. On ne peut pas parler comme ça. Il faut Daniel, si tu permets. Non, mais si tu permets, ce que je voudrais ajouter pour la compréhension de mon confrère, c'est que lorsque je parle du non-sérieux de l'opposition, je parle de cette mauvaise organisation de cette opposition-là. Parce que je dis, je le répète, l'alternance ne se décrète pas. L'alternance est dans l'urne. Mais lorsque vous n'êtes pas organisé entre vous-même, membres de l'opposition, mais vous voulez aller où? C'est pourquoi moi je vous dis, on ne s'unit pas pour faire l'alternance. Une seule personne peut faire l'alternance. Macky Sall ne s'est pas basé sur les autres avant de pouvoir devenir président de la République. Non, mais prenons le cas du Togo. Prenons le cas du Togo. Est-ce que tu es sûr que si on avait assisté
seulement à cette candidature unique de l'opposition, les lignes ne bougeraient pas un peu. Ça ne changerait pas Voilà. la règle du jeu. Mais moi, j'aurais souhaité... On va pas eu besoin des autres partis politiques pour avoir sa représentation à l'Assemblée. Non, mais cette page est bloquée. Je crois que l'ANC avait besoin des ODDH et petits collectifs sauvant le Togo. L'ANC, une seule prise. On va fermer cette page. On ferme cette page. On va avancer. Et je vais proposer maintenant de parler. Il y a plusieurs partis, d'autres les qualifient de micro-partis qui appellent à voter pour certains candidats. Alors, on a assisté à certains candidats, à l'appel de certains candidats qui demandent à voter pour le président, le champion, Fordiassibé. Comment vous analysez ça? Puisqu'on les qualifie même de micro-partis. Des sigles. Voilà. Moi, je les appelle des sigles parce que c'est des mouvements, des partis qui se limitent à une seule personne, peut-être à sa petite famille, à ses copines. Bon, excusez-moi le terme. Et c'est normal en période électorale. Chacun puisse faire du business. C'est du business. Parce que ces mouvements qui sortent, qui donnent des conférences de presse pour dire que je soutiens ceci, je soutiens cela, c'est parce qu'il y a eu un petit accord ou bien un petit financement quelque part. Et je sais que certains ont eu un petit million. Ça a été toujours comme ça, la politique. Ben, c'est la démocratie tropicale, à l'africaine, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui m'a choqué, c'est la sortie du parti de, je veux dire Edem Kodjo, parce que c'est son parti, la Convergence patriotique panafricaine. De monsieur avec Ekon, qui appelle à voter pour Fordiassibé. Oui, mais ils sont libres de choisir. Ils sont libres de choisir, mais en raison du passé d'une éminente personne, que je critique avec réserve, comme Edem Kodjo, mais il y a une certaine façon d'appeler à voter, mais d'appeler ouvertement à voter pour quelqu'un, un régime que tu as combattu, tout ça là, dont tu es devenu peut-être aujourd'hui un conseiller spécial avec un rang de ministre. Je pense que c'est un peu choquant. Ce n'est pas respectable vis-à-vis d'une personne comme Edem Kodjo. Il devrait être à la hauteur. Avec Edem Kodjo ne fait plus partie du parti. Oui, mais tu sais, le parti, quand on dit CPP, le premier réflexe c'est Edem Kodjo. Quand on dit CAR, le premier réflexe c'est Agboïbo. Donc c'est comme ça. Incarné par monsieur. Donc si lui n'avait pas autorisé, s'il n'avait pas donné sa caution, je pense que cela ne se passerait pas. Moi, je voyais un peu la CPP jouer un peu un rôle. Tampon. Oui, un rôle tampon, un rôle d'arbitre pour dire qu'il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Il faudrait que les Togolais essaient de voir en qui ils peuvent avoir le bien-être, ils peuvent atteindre leurs objectifs sociaux, économiques et culturels, plutôt que de voir un Francis Ekon sortir béatement, je ne veux pas dire bêtement, et dire que voter pour Fordiassibé, ça ne relie pas l'image. On va respecter les opinions. Si tu permets, je voudrais ajouter mon avis. Les autres peuvent le faire. NDP, tout ça là, c'est un peu la racaille. Je ne veux pas. On va respecter les partis. Mais il faut que certains partis qui ont été des partis de renom, qui ont contribué à la CPP, et donc on a contribué à l'avènement de la démocratie de façon éminente, même si c'est lui qui a écrit le livre vert qui a imposé la dictature au Togo, et il a été une éminente personne reconnue sur le plan international. Il faudrait qu'il évite de rester dans ses colimaçons. Non, mais moi je crois que mon confrère est en train d'aller sur un terrain qui ne lui sied pas, parce que il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de choix. Je le conseille. Carlos, vous n'avez plus la parole. Merci Carlos de faire preuve de démocratie. Donc c'est pour dire également que la CPP de Edem Kodjo ou bien de Francis Ekon a sa liberté de choix et puis d'appréciation à un certain moment. Et la CPP l'a fait, on en a vu le PDR de Zarifou Aeva. On en a vu également le parti, la NDP de Gibel Atou. Donc, je crois que c'est eux qui forment les nouveaux regards. Mais c'est qui un peu le truc là? Ce sont des partis qui n'ont plus de base. Non, mais nous, nous, en tant que journalistes, on n'a pas fait le sondage pour dire qu'ils n'ont pas de base. Mais ce sont des partis... ce sont des partis qui ont toujours leur existence légale, qui ont toujours leurs membres. Carlos parlait que peut-être ça se résumerait à la famille ou bien au nombre de copines et autres là. Non, moi, je n'en sais absolument rien. Mais toujours est-il que ces partis existent. Si ces partis ont préféré attendre la veille de l'élection pour dire nous soutenons
tel candidat, c'est qu'ils pouvaient le faire aussi bien avant, comme certains l'ont fait pour dire nous sommes des partis politiques, mais nous soutenons Jean-Pierre Fabre et autres là, et ils ont créé le CAP 2015. Donc c'est un choix qui est laissé, autres là. Et maintenant, je voudrais revenir sur ce que représente Edem Kodjo en termes de personnalité. Aujourd'hui, il n'est plus le président en exercice de la CPP, voilà, et autres là, mais Edem Kodjo peut également faire un choix. Il peut donner des consignes comme ne pas en donner. Du moment où ce n'est pas lui qui dirige la CPP et autres là, c'est vrai que son image est toujours derrière la CPP, comme Carlos l'a dit, que peut-être qu'il a donné son onction. Mais nous ne pouvons pas tabler parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Mais aujourd'hui, la CPP, c'est avec Francis Ekon. Oui, mais il ne peut que donner son onction puisqu'il est conseiller. C'est son bébé. Il ne peut pas laisser son bébé traîner dans la boue. Non, il ne peut pas laisser son bébé traîner dans la boue. Mais est-ce que vous voulez dire que le fait d'avoir fait ce choix, donc qu'il est devenu le Satan de la politique Non, on ne le dit pas ici. On ne le dit pas non, ici. Il est libre. Non, mais Edem Kodjo peut te dire aussi que si son parti d'antan a fait ce choix, c'est par rapport aux idéaux peut-être. C'est par rapport aux idéaux. Je suis d'accord avec lui. C'est par rapport à la hauteur dont tu parlais autre là. Voilà. Moi, je ne voudrais pas qu'on critique le choix de ces partis autres là. Ils ont fait des choix. D'autres partis aussi ont fait des choix pour Jean-Pierre Fabre. Pourquoi est-ce qu'on ne gaspille pas le temps pour parler de ces micro-partis qui sont avec Jean-Pierre Fabre? C'est les deux côtés. Lorsque nous parlons de santé du peuple autre là. Donc, si tu te permets, c'est pour saluer le rôle de contradiction que confrère est en train de jouer sur ce plan. Avec l'ANC, ils ont formé une coalition de façon officielle, CAP 2015. Et ceux qui étaient d'accord avec l'ANC sont rentrés dans cette coalition-là, coalition électorale. Ça, c'est assez clair. Mais rester dans l'ombre, essayer de naviguer sur les sensibilités. Non, mais ils ont. Mais moi, le rôle que ça, c'est leur tactique. Permettez-moi de saluer le rôle qu'a joué Gilles-Christ Olympio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, l'UFC ne s'est pas encore prononcé ou bien n'a pas donné de consigne de vote. Avec la position actuelle de Gilles-Christ Olympio lui permet de faire la même chose que Edem Kodjo. Mais je suis sûr qu'il ne va pas le faire. S'il le fait, c'est s'enfoncer davantage dans le truc là. On ne sait pas. On va attendre les jours à venir. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais souhaité que Edem Kodjo, qu'on connaît. Non, c'est pas Edem Kodjo qui a parlé là. Non, mais parlons de Francis Ekon, ou bien le président, ou bien le parti de la CPP. Laissons de côté, laissons se reposer Edem Kodjo. Appelez plutôt les Togolais à faire un choix utile, un choix. Non, ils ont déjà fait cette analyse. Ils ont déjà fait cette analyse de choix utile. Donc, s'ils ont appelé à voter fort, c'est qu'ils ont déjà fait préalablement cette analyse de choix utile. Ils ont la liberté, justement. Je vous en prie. Ça ne fait qu'engager la CPP depuis le parti de Zarif Ouaïva. On va respecter les uns et les autres. Non, mais nous respectons. Nous respectons. Et puis, voilà, votre regard en tant que journaliste, en fait, c'est une manière d'analyser les choses. On attend également la consigne de vote de M. Obu. Je vais parler d'Aboué Kodjo, même si d'aucuns disent qu'ils savent déjà pour qui il va se prononcer. On attend toujours cette consigne de vote. Oui, moi, je ne sais pas quel jeu joue ce monsieur. Mais en essayant de s'essayer, comme il est en train de faire, il se donne une image d'instabilité ou bien d'inconstance intellectuelle. Parce que on dit qu'en politique, tout est permis, et tout ça, mais la versatilité monstre dont il fait montre ne reflète pas la personnalité qu'il a été dans le passé, effectivement. Il fait comme un jeu d'enfant où il tente de baiser tout le monde. Et il était radicalement opposé au pouvoir et à un moment donné, il a commencé par s'attaquer à des gens de l'opposition. C'est que cette façon de faire... il mange à tous les râteliers. Il s'aime à tout moment, comme la rousse, on le dit au niveau de la rousse. Mais ça ne reflète pas la personnalité qui devait être. Parce que, quoi qu'on dise, on l'a présenté ou bien dans ce pays, son parcours politique a été assez reluisant. Et il aurait pu peut-être à un moment donné, même s'il restait calme,
s'il prenait la primature après l'élection présidentielle et tout ça là, je ne sais pas si ce sont les promesses qu'il a en train de tenir par rapport à son engagement aux côtés du pouvoir en place. Il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé, mais il y a des informations qui sortent de plus en plus. Il y a des informations qui sortent. C'est ce qui l'a obligé à ne pas présenter sa candidature. Les nouvelles bottes qu'il porte aujourd'hui, on sait comment il les porte. Donc, bon, lui aussi il a la liberté de porter son choix sur le candidat qu'il veut. Mais il faut penser à son avenir politique quand on essaie de poser ces difficultés. Non, mais moi je dirais que l'ancien PM Agbeome Kodjo est en train de réfléchir à son avenir pour le politique actuellement. C'est ce qui justifierait que le gars ne veut pas s'époumoner dans des réactions épidermiques. Donc, comme il a fait, ça n'a pas porté fruit. En tout cas, c'est toi qui l'ajoutes. C'est toi qui l'ajoutes. Donc c'est pour dire que nous gagnerons plus à l'attendre d'ici la semaine prochaine pour voir ce qu'il va donner clairement comme consigne de vote et autres là. Donc nous devons prendre notre mal en patience pour voir ce que... Et là, ça sera des consignes de vote de son parti au but, parce que nous avons eu les échos de leur dernière réunion politique, du bureau politique. Donc c'était une réunion où il y avait eu assez de débats. Je ne parlerai pas... Il y a clash en vue, parce qu'il y a certains militants ou certains cadres du parti qui ne commencent pas à parler, qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle orientation. Avec l'orientation là. Non. Et là, Carlos, merci pour cette information, mais je crois que cela participe de leur cuisine interne. Ce que nous voulons, c'est que Agbeome Kodjo clarifie sa position, comme Abbas Kabwa l'a dit la dernière fois. Pour Abbas Kabwa, donc il faut boycotter, il faut empêcher par tous les moyens la tenue de ce scrutin. Donc il n'en est pas arrivé parce que le scrutin va tenir. Non, le scrutin va tenir. C'est un candidat. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Daniel. Merci également à vous, Carlos Ketoro. Merci, c'est un plaisir. Pour ces échanges musclés. Merci, directeur de publication du journal L'Indépendance Express. On vous retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. Merci.